Je vais dire quelque chose sur la dette et peut-être je vais parler un peu de à partir aussi du livre qui vient de sortir, que c'est un peu la continuation de ce débat sur la dette. Alors je vais expliquer un peu comment je suis arrivé à cette histoire de la dette peut-être. Moi je suis arrivé parce que je m'intéresse depuis longtemps à la monnaie et au temps. Les deux choses qui m'intéressent le plus en réalité, c'est le temps et la monnaie. Et donc, voilà, j'ai toujours suivi cette question de la monnaie, qui m'a paru toujours très important chez Marx, mais en général dans le capitalisme. Et en même temps, j'ai travaillé beaucoup sur le temps. J'ai écrit un livre qui n'a pas été publié en français, mais sur le temps, justement. Et comme vous savez, le temps c'est de l'argent, donc voilà, les choses vont très bien ensemble. Donc, le problème de la dette, la chose étonnante, c'est qu'il n'y a pas, c'est un problème politique majeur, mais il n'y a pas énormément de travaux sur la dette, il n'y a pas beaucoup de catégories qui ont été élaborées autour de la dette, et je pense que c'est dû à deux choses, à une hégémonie de l'économie politique, qui est fondée sur l'échange d'un côté, et de l'autre côté, un peu l'hégémonie du marxisme aussi, qui est organisée autour du capital-travail. Donc le problème de la dette n'est pas vraiment au cœur. En réalité, ce problème de la dette, si on prend l'arc de développement de l'humanité, il a occupé la plupart du temps le développement de l'humanité, c'est question de la dette, du point de vue économique et pas seulement. Donc, dans le premier livre que j'ai fait, j'étais parti de Nietzsche, mais Nietzsche parle des sociétés archaïques. Le problème, ce que j'ai fait dans le deuxième livre, c'était de transposer cette problématique dans la société capitaliste. Parce que le problème, c'est le problème de la dette. On ne peut pas. La dette et les différents types de monnaies, parce que les choses sont liées, quand elles rencontrent le capitalisme, il y a un changement radical, aussi bien de la fonction de la monnaie que de la fonction de la dette. Une chose que, par exemple, chez Graeber n'est pas très bien signalée. Je vais parler pourquoi Graeber évite ces problèmes. Et plutôt que de philosophie, je suis obligé de parler un peu d'économie, je vais parler de monnaie fondamentalement, et donc voilà, et de l'école de la régulation peut-être, Graeber, tout ça. Et après, dans le deuxième temps, je vais essayer de réinterpréter ce que Nietzsche définit comme fabrication de la mémoire, c'est-à-dire comme production de subjectivité pour parler aujourd'hui, et voir comment la production de subjectivité, et donc la production de l'homme endetté, se produit dans les sociétés contemporaines. Et là aussi, il y a un changement radical par rapport à, effectivement, à la société archaïque, Alors, cette question de la monnaie est très importante. Donc, moi, je suis parti de l'élaboration de Deleuze Guattari de l'anti-Édipe. L'anti-Édipe est normalement interprété surtout pour sa critique de la psychanalyse. Mais en réalité, dans l'anti-Édipe, il y a une partie fondamentale sur la monnaie et le capitalisme. C'est peut-être les livres où il y a un renouvellement complet de la théorie de la monnaie qui pratiquement ouvre à la financiarisation. C'est la description du capital et de la monnaie telle qu'elle est faite dans l'anti-Édipe, et c'est 71-72, donc elle a été écrite à la fin des années 60, il anticipe ce qui va devenir le capital financier. Et donc ça c'est étonnant parce que c'est passé à l'époque, si vous pensez ce que les marxistes écrivaient à l'époque, même l'école hétérodoxe comme l'opéraïsme italien, n'avait pas vu cette problématique. Puisque le capital chez Deleuze Guattari est immédiatement flux. Déjà, l'imaginer en termes de flux et de mobilité et des différences de vitesse des flux, vous rapproche immédiatement de la situation contemporaine. Mais là-dedans, il y a une reprise de la théorie marxienne de la monnaie qui est très importante, sur laquelle je vais dire deux mots. Parce que, comme vous savez, monnaie et dette, c'est la même chose. Aujourd'hui, la monnaie, c'est dette. Donc, quand on parle de dette et on parle de monnaie, c'est pratiquement la même chose.
La monnaie est dette. D'ailleurs, ceux qui vont la seule école économique qui reconnaît ce fait que la monnaie est dette, c'est l'école de la régulation, sur laquelle je vais dire deux choses maintenant, et je vais parler beaucoup ce soir. Parce que, disons, si je peux seulement anticiper, ils ont une conception, absolument originale de la monnaie égale dette, mais il y a deux limites fondamentales. Une, c'est qu'ils réintroduisent une différenciation entre capital et État. L'État fonctionnerait comme représentation de l'intérêt général. Limite, je vais développer celui-là. Et l'autre limite fondamentale, c'est qu'il amène cette dette à une dette originaire. Et sur ça, je vais parler cet après-midi. Mais l'école de la régulation, c'est pratiquement la seule école économique qui fait directement ces rapprochements. Vous savez que les sciences économiques, elle a beaucoup de difficultés avec la monnaie. Pratiquement, elle n'arrive pas à intégrer la monnaie dans ces paradigmes. Parce que la monnaie, elle n'a pas une origine marchande, elle n'a pas une origine... elle vient des centres de pouvoir, et voilà. Et donc, étant donné qu'elle ne vient pas des marchés, pour la science économique, c'est presque impossible de l'intégrer. D'ailleurs, Friedman, le libéral a une conception très, très bizarre de la monnaie. Pour lui, la monnaie, c'est seulement un tas de monnaies qui viennent charger sur un hélicoptère. Un hélicoptère se lève, il y a une ville, et la monnaie, elle est jetée sur la ville, et sert seulement à faciliter les échanges. Ça c'est la conception standard de la monnaie, fondamentalement. Et les néolibéraux ont du mal à penser la monnaie en tant que telle. D'ailleurs, Foucault, pareil. Foucault, c'est une sorte de la biopolitique. Il a les mêmes limites. Il ne parle jamais de la monnaie. Alors, c'est quand même problématique, cette histoire qu'il ne parle jamais de la monnaie, parce que le néolibéralisme, c'est fondamentalement organisé autour de la finance et du crédit. Et ça, c'est dû fondamentalement, je pense, au fait qu'il a une utilisation de Marx qui est très spécifique et qui concerne surtout la dimension disciplinaire de Marx. Il a lu très bien Marx, surtout les premiers chapitres du Capital, mais aussi le deuxième et le troisième, mais ce qui l'intéresse, c'est cette dimension disciplinaire de l'organisation de l'usine. Par contre, toute la dimension sur les cycles du capital, les trois formes du capital, capital industriel, capital commercial, capital financier, chez Marx, constitue la métamorphose de la marchandise, ça, il ne l'intéresse pas. Tandis que chez Guattari et Deleuze, c'est ça qu'ils vont problématiser. Donc, ils ont un point de vue sur la monnaie comme capital, que chez ni les néolibéraux ni Foucault vous trouvez. Donc, ils n'arrivent pas à faire, les économistes ont du mal à faire cette distinction entre monnaie de crédit et monnaie de paiement. Donc, évidemment, ce n'est pas le capitalisme qui a inventé ces deux types de monnaie. Ces deux types de monnaie existent depuis toujours. Et Graeber le remarque très bien. C'est-à-dire cette monnaie, la monnaie paiement et la monnaie qui sert pour faire des échanges économiques, qui sert comme équivalent général, et la monnaie comme crédit, existe depuis toujours. Seulement que quand on rencontre le capitalisme, il y a un changement radical de ces deux fonctions. Et donc aussi de la dette. Parce que là, il y a une alliance, comme disent l'anti-Oedipe, entre le capital financier, le capital commercial et le capital industriel. C'est cette alliance qui va changer complètement la fonction de ces deux monnaies. Et donc, de la dette. C'est-à-dire que ces deux monnaies, dans le système pré-capitaliste, étaient en fonction du roi, étaient en fonction de la société, étaient en fonction rituelle, tout ça. Là, par contre, quand le capital, quand il y a cette nouvelle alliance, les deux monnaies sont en fonction de la valorisation du capital. Et ça change complètement la configuration du problème, pour une raison très simple, parce que je prends seulement une autre idée qui, à mon avis, est très importante dans l'anti-Oedipe, c'est que
Le capitalisme introduit l'infini dans la production. Cette histoire de l'introduction de l'infini, à mon avis, c'est la clé de compréhension du problème. Et Graeber, étant donné qu'il est anarchiste, il n'a pas cette compréhension un peu marxiste du truc, du problème, et donc ça lui échappe qu'est-ce que ça veut dire que l'introduction de l'infini va changer complètement la configuration, pas seulement de la société, mais de la monnaie. C'est que cette histoire, ce pouvoir qu'il y a de l'argent, d'autres générations, d'autres productions, des développements immanents de sa nature, quoi. Voilà. Ça, il est connu depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Aristote, il a défini très clairement cette capacité de l'argent de s'auto-valoriser. Mais les sociétés jusqu'au capitalisme ont toujours, et ça dans Deleuze-Guattari expliquait très bien, ils ont toujours inventé des codes extra-économiques pour bloquer ou pour contrôler cette prolifération de l'argent. Des codes éthiques, des codes esthétiques, des codes économiques, des codes sociaux. Donc, ce blocage, cette régulation, si vous prenez Aristote, j'arrive jamais à prononcer le mot crématistique en français, je n'arrive pas. Donc c'était déjà clair, mais ça c'est jamais devenu hégémonique dans les autres sociétés. Le capitalisme, c'est la première société qui met ce que les autres essaient de maîtriser, de contrôler, fait le processus exactement inverse. Elle va laisser complètement libre cette puissance d'autogénération, donc il va libérer l'infini de la valorisation, et tous les codes sont détruits. C'est ça le problème. Les autres codes, les codes économiques, les codes sociaux, les codes politiques, sont un à un sont défaits. Donc c'est un passage très très important qui change complètement, parce que les deux monnaies à ce moment-là sont en fonction de l'infini. C'est-à-dire la monnaie d'échange et la monnaie de crédit qui existe depuis l'aube de l'humanité, etc., sont complètement réorganisées une fois que le capitalisme s'impose. Graeber ne fait pas ce type de... Il fait une distinction très claire entre monnaie de crédit et monnaie d'échange, mais il ne prend pas en compte ce passage. Et donc le livre, il a eu beaucoup de succès parce qu'il ne touche pas au capitalisme fondamentalement. Non, mais c'est vrai, il ne touche pas à la question du capitalisme, donc il fait une histoire... il fait pratiquement une philosophie de l'histoire à partir de ces deux concepts de monnaie. Monnaie d'échange et monnaie de crédit. Il y a des cycles de 500 ans de la monnaie de crédit, qui après est remplacée par un autre cycle de 500 ans de la monnaie d'échange. Donc il n'y a pas cette rupture que le capitalisme introduit. Maintenant, selon Graeber, on est dans une... Et donc la monnaie des crédits, c'est la monnaie virtuelle, c'est la monnaie, c'est le crédit comme virtualité de la monnaie, etc., etc. Mais selon lui, maintenant, on est rentré depuis 40 ans, on est rentré dans le cycle qui va durer 500 ans de la monnaie de crédit, et voilà. Et d'ailleurs, il dit dans le texte, on ne peut pas dire grand chose maintenant parce que le cycle vient seulement de commencer. Voilà, c'est un peu ça. J'ai caricaturé un peu l'histoire, mais c'est vraiment ça. Son point de vue, il est comme ça. C'est-à-dire que la monnaie de crédit, évidemment, c'est une monnaie virtuelle, mais la virtualité qu'elle avait dans les sociétés pré-capitalistes et la virtualité qu'il y a dans les sociétés capitalistes est complètement différente, parce que c'est l'hégémonie du capital en tant que processus qui va incorporer ces monnaies, les réagencer, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Graeber, je pense, je ne me rappelle plus si j'avais dit autre chose. Non, il y a une autre partie, mais je vais la faire cet après-midi sur Nietzsche, parce que Nietzsche dit vraiment des choses un peu bizarres, et même un élève de terminale ne se permettrait pas de dire, mais bon.
ne faut pas être trop méchant avec. Alors, chez Guattari et Deleuze aussi, il y a ces deux types de monnaies qui sont très clairement définis. Hein. Ça, c'est l'apport fondamental de Deleuze-Guattari, c'est qu'il reprend ces deux catégories et il dit la monnaie d'échange et la monnaie de crédit. Seulement que là, ils introduisent un autre élément, c'est absolument fondamental, c'est que ces deux monnaies correspondent à des rapports de pouvoir. Et ça, c'est très important parce qu'il va expliquer un peu tout le fonctionnement du capitalisme, surtout le capitalisme actuel. C'est-à-dire, quel type d'accès ont les gens qui vivent dans notre société à la monnaie. Alors, il dit, la monnaie de paiement, tout le monde a accès à la monnaie de paiement. C'est-à-dire que la monnaie que chacun de nous a dans nos poches, c'est une monnaie qui sert seulement à s'échanger contre un équivalent. C'est un échange d'équivalent, donc quelque chose qui existe déjà, hein, on l'achète avec l'argent qu'on a ici dans les poches. Donc ça, c'est appelé pouvoir d'achat par les syndicats, et Deleuze-Guattari, il parle d'un pouvoir, impuissance. Hein? C'est un pouvoir, c'est le contraire. C'est pas le pouvoir d'achat, c'est pas un pouvoir, c'est une impuissance. Parce que c'est une impuissance, parce que ça détermine seulement voilà, d'acheter quelque chose qui existe déjà. La monnaie de crédit, par contre, c'est une monnaie qui a des caractéristiques complètement différentes. C'est la monnaie comme le capital, parce que c'est une monnaie qui va prescrire ce qui va devenir, ce qui va être. C'est une monnaie prescriptive. Elle va pouvoir définir quel type de production va être exécutée, où elle va être exécutée, qui va l'exécuter. Donc vous voyez la différence entre les deux monnaies, elle est absolument fondamentale. Elle correspond au rapport de pouvoir. C'est-à-dire au rapport de pouvoir entre capitalistes et salariés, si vous voulez, entre capitalistes et d'autres. Donc ces deux monnaies sont absolument... Et d'ailleurs, Deleuze-Guattari disent, il y a un passage très marrant, ils disent que confondre ou dire que les deux monnaies c'est la même chose, c'est une escroquerie cosmique. Ils écrivent dans le... Évidemment, par exemple, la monnaie en puissance peut devenir une monnaie pouvoir, monnaie puissance, si elle est investie politiquement. C'est ce que les ouvriers ont fait pendant 2 siècles. Hein. Investir la monnaie, que c'est la monnaie salariale, qui sert seulement à acheter des marchandises qui sont déjà déterminées, hein, vous faites un investissement politique, et à ce moment-là, vous transformez cette monnaie, elle devient effectivement monnaie pouvoir. Hein. Elle est devenue effectivement, jusqu'à les années, l'acme, si vous voulez, le point le plus important de ce développement, c'est à la fin des années 60, où les salaires étaient devenus variables indépendants. Hein? C'était déjà dans le keynésisme, était déjà, mais dans les années 60, à la fin des années 60, les salaires étaient devenus une variable indépendante. Ça veut dire que la monnaie qui était la monnaie en puissance, elle était investie par une force politique, et à ce moment-là, elle était devenue un élément de pouvoir. D'ailleurs, tous les mecs... Moi, je pense que fondamentalement, la financiarisation de l'économie a été faite pour détruire d'ailleurs cet investissement fait par les salaires et les luttes sur les welfare, pour détruire cet investissement politique que les gens avaient organisé sur la monnaie. D'ailleurs, voilà, les salaires des variables indépendants, elles sont devenues une variable absolument dépendante maintenant. Voilà, les gens... Donc cette question de la monnaie, c'est un jeu important, parce que la monnaie, c'est la forme plus abstraite du rapport du capital. Abstraite, dit Karl Marx, et déterritorialisée, disent Deleuze-Guattari. Alors, déterritorialisée, je préfère parce que c'est moins ambigu qu'abstrait. Mais fondamentalement, on peut utiliser les deux pour se comprendre. Alors on peut dire des choses comme ça. Alors la chose importante, c'est effectivement qu'après il y a des systèmes qui jouent, qui opèrent à la jonction de ce type de monnaie. Parce qu'effectivement, du point de vue matériel, c'est la même monnaie, si vous voulez. Mais du point de vue de la fonction politique, c'est différent. Et ce sont les banques qui opèrent ces passages. Ça, c'est une autre chose importante qu'ils ont
analysé dans les années 60, c'est effectivement la fonction de la banque. Parce que pour Deleuze et Guattari, ils disent le système, c'est vrai, il y a une citation que j'ai reprise, ils disent le capitalisme est un capitalisme industriel, mais qui tient le système, c'est la banque. Donc c'est la monnaie de crédit qui tient le système. Oh, quand je parle de crédit, je parle de dette, hein, parce que le crédit, c'est une forme. Le crédit, qu'est-ce que c'est? Voilà, d'un côté, vous le voyez du côté de celui qui donne l'argent, c'est du crédit, mais celui qui le reçoit, hein, qui l'emprunte, c'est la dette. Donc, quand je parle de crédit, monnaie de crédit, c'est monnaie dette. Hein? Donc, on est en train de parler de la dette, on est bien d'accord. Alors, pour Deleuze et Guattari, la fonction des systèmes de banque, hein, c'est effectivement de jouer sur l'échange continu entre ces deux types de monnaies, et c'est une façon de mystifier le rapport de pouvoir, ils disent. Hein. Alors, on peut le dire différemment. Les circuits monétaires, au lieu de le dire comme ça, il est des circuits de dette. Hein. C'est ça. Ils disent aussi, c'est des dettes. Donc là, c'est pas la dette archaïque, c'est la dette contemporaine. Hein. Et il y a des dettes privées, des dettes sociales et de la dette souveraine. Hein, ces trois dettes-là qui organisent l'économie. Et c'est à travers cette gestion de ces différentes dettes, que c'est toujours la monnaie de crédit si vous voulez, que s'est fait l'organisation de la société capitaliste. Et le capital a fait un passage absolument fondamental. Il a déplacé complètement le terrain de la lutte des classes, si vous voulez, le terrain qui était organisé depuis des siècles autour de la relation capital-travail. Il a déplacé sur ce terrain. Et là, il a déplacé sur le terrain de la financiarisation, donc sur la gestion de ces trois dettes. Des circuits sont des circuits monétaires. Et là, il a complètement laissé, il a pris de court tout le monde, et notamment le mouvement ouvrier qui était complètement impuissant. Et je pense que, je répète, que cette opération a été faite pour neutraliser le contre-pouvoir que les ouvriers avaient mis en place pendant des siècles. Et là, effectivement, il a complètement défait, si vous voulez, les formes de contre-pouvoir. Donc, je reviens sur... Je dis la même chose à travers cette circuit de la dette privée, la dette sociale et la dette souveraine, ça aussi, la dette souveraine avait comme la banque la fonction de gérer et de réorganiser continuellement le passage et la gestion entre ces différents types de dettes. Donc, dettes privées sont les dettes que font les entreprises et les privés, les dettes sociales sont les dettes du welfare state, et la dette souveraine, c'est une monnaie fondamentalement qui sert pour gérer les circuits de dettes. Alors, vous trouvez cette définition aussi dans la théorie, dans l'école de la régulation. Alieta et Orléans ont cette conception de la dette. Seulement que pour eux, alors qu'est-ce que c'est? Pour eux, la dette souveraine, hein, donc la monnaie qui est cette monnaie de l'État, c'est une monnaie qui elle est au-dessus. Il y a un conflit entre les dettes privées et les dettes sociales, hein, et la monnaie souveraine, hein, c'est la monnaie qui permet de gérer l'intérêt général. Hein. C'est une conception typiquement française, hein, républicaine, ou encore à la République, et donc à l'État qui a cette capacité de gérer les rapports sociaux pour les biens de toute la société. C'est un républicanisme traduit à niveau monétaire, si vous voulez. Et moi, je pense un peu différemment, mais même Deleuze et Guattari, vous n'avez pas cette conception républicaine. Vous avez une théorie du capitalisme d'État, et donc là aussi, le capitalisme d'État, ça fait un peu bizarre, on a l'impression d'être retombé dans les années 60-70, mais à mon avis, c'est un terme qui explique très bien qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de la dette? Pendant la crise de la dette, l'État, au lieu d'avoir cette fonction de l'intérêt général et donc de sauvegarde du vivre ensemble, comme ils disent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a reconnu et monétisé les dettes privées.
Parce que fondamentalement, il a sauvé les dettes privées. Les dettes privées, donc le subprime, les endettements des banques, voilà, a été reconnu par l'État et sauvé, monétarisé, tandis que les dettes sociales, hein, elles n'ont pas été reconnues. Même on a dit, bon, maintenant, vous allez payer, c'est les dettes sociales qui vont payer les dettes privées. Et cette opération a été faite à travers l'État. Et, évidemment, c'est un État qui est complètement configuré de façon absolument différente de l'État des années 60, mais quand même, il a fait cette opération. Il est devenu très important dans cette reconnaissance. Vous voyez, il joue toujours au centre de dettes, hein, de la dette, des circuits de la dette privée et des circuits de dette sociale. Hein. Mais il reconnaît et il monétise des dettes, et il ne reconnaît pas et il ne monétise pas des dettes sociales. Ça veut dire pas ne pas reconnaître, ça veut dire qu'il va couper dans les dettes sociales tout simplement, hein, tandis qu'il va reconnaître les dettes, les dettes privées sont des dettes légitimes, hein, et donc il dit on va intervenir pour sauver. Mais c'est ça qui s'est passé fondamentalement, hein, pendant la crise. Donc, cette histoire de la monnaie est très importante, et la fonction de l'État, même si un État affaibli parce qu'une partie de la souveraineté était transférée, et notamment la souveraineté monétaire, hein, parce que la privatisation plus importante qui a été faite, c'est la privatisation de la monnaie, hein, mais quand même il a une fonction absolument fondamentale dans la crise pour ce sens de reconnaissance et légitimation. Et donc ça, par exemple, voilà. Donc vous voyez comme les deux types de monnaie, les différents types de monnaie sont complètement redéfinis par les rapports de pouvoir. C'est ça que vous ne trouvez pas chez Graeber, vous ne trouvez pas cette possibilité. Parce que la monnaie a deux fonctions fondamentales. C'est le grand équivalent général, hein, c'est une capacité de traduire n'importe quel type de relation en forme abstraite de monnaie, donc en flux. Ça, c'est la première fonction, en fonction d'équivalence, mais une autre fonction, c'est le grand différenciateur, parce qu'il introduit cette différence entre les deux monnaies, la monnaie paiement et la monnaie de crédit. Ces deux choses vont ensemble, hein, équivalence générale, équivaloir général, équivalence générale et différenciation. Et donc, contrôler la monnaie, ça signifie contrôler fondamentalement le capitalisme. Pour différentes raisons, là je pourrais parler longtemps sur l'histoire, je dis seulement comment... Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement avec le néolibéralisme? C'est pour ça que cette histoire de la monnaie centrale, et ne pas parler de néolibéralisme, faire un livre sur le néolibéralisme, fait Foucault, sans parler de la monnaie, c'est éviter les problèmes, quoi. Hein? Parce que la stratégie a été de jouer et de l'organiser, et même la classe comme ça capitaliste a été complètement reconfigurée autour de la finance. Et il y a eu une bataille politique entre élites, hein, entre élites keynésiennes qui avaient toute une autre conception du rapport entre la monnaie et l'économie, et les élites néolibérales. Hein, c'était un affrontement très remarqué, mais parce que c'est pas seulement que la finance, cette capacité de transformer toutes les relations sociales et les flux en un flux monétaire. Hein. C'est pas ça, seulement qu'elle a reconfiguré l'entreprise, les services, les sociales. Hein. Elle a complètement refiguré. Il n'y a pas une opposition entre économie réelle et économie financière, entre économie réelle et économie de la dette. Hein. C'est parce que la dette a complètement reconfiguré l'entreprise, par exemple. Hein. L'entreprise a été configurée en fonction des actionnaires, donc en fonction des rentiers. Le welfare state, avec beaucoup de difficultés, était complètement reconfiguré en fonction des rentiers. Donc tout ça a été réorganisé à partir de
de la dette. L'école de régulation pense encore, par contre qu'il y a une différence entre que la monnaie publique, hein, donc la monnaie, excusez-moi, la monnaie souveraine, c'est une monnaie qui a une différence de nature entre la monnaie du capital. C'est une monnaie qui a des valeurs et une capacité de gérer l'ensemble de la société, donc elle est plus importante, c'est celle qui va déterminer et contrôler les deux monnaies qui restent. Mais à mon avis, c'est illusoire. La crise a démontré que ça ne marche pas comme ça. Donc la gestion des dettes, maintenant, ce n'est pas comme la société archaïque, là, cette configuration, elle est gérée avec des machinismes absolument énormes, quoi. La dette, pas seulement elle est monétarisée, hein, à différence des monnaies archaïques, mais elle est aussi monétarisée du point de vue capitaliste. Donc il y a une différence énorme entre la dette des sociétés archaïques et la dette des sociétés contemporaines. Et on peut les voir de façon encore plus évidente sur la production de subjectivité, c'est-à-dire la production de l'homme endetté. Comment on produit l'homme endetté? Là aussi, si vous prenez ce qu'écrit Nietzsche dans la généalogie de la morale, qui reste toujours fondamental comme conceptualisation, et ce qui se passe maintenant, il y a une différence énorme. Hein? Et là, sur la production de subjectivité, c'est-à-dire comment produire l'homme endetté, j'ai pris encore deux concepts que je trouve absolument opératoires de Deleuze-Guattari, dans mille plateaux. Donc c'est le concept d'assujettissement social et asservissement machinique. Ces deux concepts, parce que normalement on a une conception de la production de subjectivité qui est surtout concentrée autour de l'assujettissement social. On sait que aux productions de subjectivité, aux subjectivations. Subjectivation, par exemple, vous le trouvez chez Rancière, chez Foucault, des gens comme ça. Dans la modernité, dans les pensées des années 60-70, ce concept de subjectivation, production de subjectivité, il est toujours organisé autour de l'assujettissement social. Par contre, l'asservissement machinique, dont je vais expliquer maintenant la différence par rapport à l'asservissement social, ça par contre, il n'est pas pris en considération. En réalité, la spécificité des sociétés capitalistes, c'est l'asservissement machinique. Il faut que je trouve le passage, comme ça va être plus facile. Qu'est-ce que c'est? Disons comme ça, pour le dire très simplement, c'est que l'assujettissement social produit l'individu, hein, produit les moi, produit les sujets individuels. Et l'asservissement machinique produit ce que Deleuze dit à ce moment, produit l'individuel, pas l'individu, mais l'individuel. Et en réalité, la production de subjectivité se fait au croisement de ces deux dispositifs. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais les définir très rapidement. Alors, l'assujettissement social implique des techniques de gouvernement qui passent par et mobilisent en même temps la représentation, les savoirs, les pratiques discursives, et produisent des sujets de droit, des sujets politiques et des sujets tout court, des moi, des individus. L'assujettissement social, en nous produisant comme des sujets individuels, nous assigne à une identité, à un sexe, à une profession, à une nationalité. Il constitue un piège sémiotique, signifiant et représentatif auquel personne n'échappe. Dans le capitalisme, ce dispositif il est représenté de façon plus claire et évidente par la production du capital humain. Donc d'un sujet responsable et coupable, si vous voulez. C'est une fonction, ça passe par la représentation de la conscience, ce truc. L'asservissement machinique, par contre, renvoie à des techniques qui sont complètement différentes, sont non représentatives, opérationnelles, diagrammatiques, disent Deleuze et Guattari, qui opèrent en exploitant des subjectivités partielles, modulaires, subindividuelles.
L'asservissement produit ce que Deleuze appelle l'individuel. Alors le problème, c'est que pour reconstruire l'asservissement social, c'est très, on peut trouver différentes façons de le penser chez Foucault, chez Rancière et tout ça. Par contre, comme je disais, l'asservissement machinique est plus, on ne trouve pas parce qu'il implique, comme dit, comme contenu dans les termes, le concept des machines. Hein. Et ce concept des machines, c'est un des concepts qui est absent dans la pensée contemporaine, sauf de façon très remarquable chez Deleuze-Guattari et Simondon. Ce concept des machines est absolument fondamental parce que ces techniques sont des techniques qui sont agencées continuellement avec la machine. Alors, la chose intéressante, c'est que dans le capitalisme, ces deux processus, donc ces deux types de dispositifs de pouvoir, l'assujettissement et l'asservissement, sont poussés au paroxysme. C'est-à-dire qu'on a une poussée à la limite des sujets individués, donc du moi, et de l'autre côté, une poussée à la limite aussi d'un procès qui semble exactement l'inverse, c'est une désubjectivation. Une rupture de la subjectivation du sujet individué. Donc le paroxysme de l'individualisation, on peut le trouver dans le capital humain. Le capital humain, c'est vraiment ça. Déjà, Foucault en parle beaucoup dans le sens de la biopolitique. C'est l'homo economicus, fondamentalement, c'est le capital humain. C'est une catégorie qu'il prend de Becker. Ça, c'est très important parce que l'homme endetté, la culpabilité et la responsabilité se construisent à partir de ces techniques, mais qui ne sont pas les seules. Donc ces techniques, la responsabilité et la culpabilité sont des techniques d'assujettissement. Donc le capital humain, c'est évidemment pourquoi c'est important, parce que de ce point de vue, c'est l'aboutissement de l'assujettissement, puisqu'en faisant de la personne un capital, il exacerbe l'individualisme, en même temps qu'il impose d'évaluer et de l'évaluer la personne et de la mesurer à partir de la logique de l'offre, de la demande, de l'investissement et de la rentabilité. Et ça introduit une relation de pouvoir qui est nouvelle d'un certain point de vue, parce que l'organisation néolibérale sollicite sans cesse l'individu, qui à partir de sa liberté, de son autonomie, ne doit pas seulement négocier avec l'extérieur, mais doit négocier avec soi-même. C'est ça qui est très important et qui va déterminer de nouvelles formes de subjectivation. C'est une espèce de conflit entre moi et surmoi économique, si vous voulez, parce que l'individu qui a un capital humain, qui a une entreprise individuelle, il doit continuellement négocier avec soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit décider s'il doit, par exemple, travailler ou faire autre chose, s'il doit être branché pour recevoir des informations, se rendre indisponible et tout ça. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est complètement dans le sujet individuel. C'est comme c'est les relations de pouvoir, il n'y avait plus d'extériorité. Il négocie tout le temps entre cette négociation permanente avec soi et la modalité spécifique de subjectivation et de contrôle propre aux sociétés néolibérales. Comme dans les systèmes fordistes, la norme demeure extérieure, elle est toujours produite par dispositifs socio-économique, mais elle se manifeste comme si l'individu était sa source, comme si elle venait du sujet lui-même. Il faut que l'ordre et le commandement donnent l'impression de venir de l'individu lui-même, car c'est bien toi qui commandes, c'est bien toi le patron de toi-même, c'est bien toi ton propre manager. Et l'assujettissement contemporain soumet l'individu à une évaluation infinie, faisant du sujet, donc des sujets de l'individu, son premier juge. Évidemment, la frustration, le sentiment, la culpabilité, la peur naissent effectivement que cette promesse d'être patron de soi-même n'est pas tenable, n'est pas gérable.
Il y a une tendance, effectivement, c'est une nouvelle forme de pouvoir, elle est complètement différente de celle de l'ouvrier. Hein. L'ouvrier avait le pouvoir qui se manifestait avec une extériorité immédiate, hein. Il était physiquement dehors de lui-même, hein, et il avait la possibilité de s'opposer avec la solidarité avec les autres. Hein. Tandis que là, effectivement, toute l'individualisation est poussée à l'extrême. Hein. C'est l'accomplissement de l'individualisme, si vous voulez. La pleine souveraineté de l'individu, puisque c'est lui qui choisit, puisque c'est lui qui décide, puisque c'est lui qui commande, correspond à sa pleine et complète aliénation. Et là, voilà, à la différence de la névrose, maladie psychologique, entre guillemets, du capitalisme précédent, là c'est plutôt la dépression qui devient les malaises de nos sociétés. Parce qu'il y a effectivement une injonction à agir, une injonction à être responsable, qui se renverse avec les caractéristiques même de la dépression. Impuissance à agir, impuissance à décider, impuissance à être actif. Donc, mais ça, c'est seulement un des dispositifs qu'on retrouve après, effectivement, dans la construction de l'homme endetté comme sujet responsable et coupable. On le trouve partout, dans tous les domaines, parce que dans l'organisation du travail, dans l'organisation du service, on demande d'être ça, d'être capital humain, responsable et, du certain, coupable. Mais ça, c'est seulement une technique de production de la subjectivité. L'autre, c'est l'histoire de l'asservissement. Parce qu'il pousse au bout la subjectivation, il pousse au bout aussi la désubjectivation. Parce que qu'est-ce que c'est être l'asservissement machinique? Contrôle et gouverne nos comportements, pas par la représentation et la conscience, mais par les composantes pré-individuelles de notre subjectivité et les composantes élémentaires de notre corps, hein, et qui dépendent étroitement du concept des machines. Donc je ne vais pas, alors maintenant, c'est trop tard pour organiser une discussion sur l'histoire des machines, mais ça serait très important parce que l'asservissement machinique passe par la machine. C'est-à-dire que, tandis que dans l'assujettissement, le rapport entre machines, hein, c'est un rapport d'utilisation et d'usage. L'individu utilise la machine. Et la machine sert comme moyen de médiation entre lui et notre sujet. Hein. Dans l'asservissement machinique, le rapport entre homme-machine est complètement différent. Hein. Il n'y a pas... C'est une récurrence par Deleuze et Guattari ou même Simondon. Hein. Le rapport homme-machine, il est sur un pied d'égalité, ils font partie, sont des éléments, hein, d'un machinisme qui les dépasse. Hein. Ce sont deux éléments, l'homme et la machine, humain et non humain, si vous parlez un peu comme parle Latour, hein, qui d'ailleurs a repris fondamentalement, 20 ans après ce discours de Deleuze et Guattari de Simondon, et fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Et ce sont l'humain et non humain composent un agencement, c'est un agencement machinique. Tandis que de l'autre côté, il y a sujet-objet. Hein, c'est deux paradigmes complètement différents. L'assujettissement est construit autour des sujets-objets, hein, et l'autre, l'asservissement, il n'y a pas cette configuration sujet-objet. Hein, au contraire. C'est un dépassement de cette catégorie. Mais la chose fondamentale, c'est qu'il faut les penser ensemble. C'est ça qui est très important on trouve ces deux fonctionnements séparés dans différentes théories, hein, mais chez Deleuze et Guattari, on les trouve ensemble. On est en même temps obligé, d'une certaine façon, à être sujet, à assumer la fonction des sujets, d'individus. Donc on rentre dans un agencement sujet-objet. Dans l'autre cas, par contre, on défait l'individu. Hein. On est seulement une des composantes humaines, hein, d'un agencement fait avec un agencement où il y a des humains et des non-humains qui fonctionnent ensemble. L'individuel, c'est ça. L'individuel, c'est une décomposition de l'individu, si vous voulez, une désindividualisation. Hein. Comme la science décompose la matière dans toutes ses composantes, hein, l'asservissement machinique décompose les sujets individuels, c'est-à-dire
Tandis que l'assujettissement agit sur la synthèse, sur l'individu comme synthèse, les synthèses des différentes fonctions subjectives qui sont synthétisées dans les sujets. Voilà. L'asservissement défait l'unité du sujet, hein, et ces composantes sont rendues à leur propre potentialité. Et c'est ça la productivité de l'asservissement machinique, c'est ça, c'est que la mémoire, toutes les fonctions que vous pouvez penser et imaginer, au lieu d'être synthétisées dans les sujets, qui les limitent d'une certaine façon, hein, sont redéployés dans l'asservissement machinique et ils produisent une toute autre productivité. Et fondamentalement, le vrai agencement du capital, c'est l'asservissement machinique. Alors, comment on le trouve? Je termine avec, parce que ça, je vais voir comment ça, on le retrouve dans la gestion de la dette. Alors ça serait très clair si on pouvait faire un discours sur le corps, parce que ces deux façons d'assujettissement et asservissement machinique fonctionnent très bien sur la production du corps par le capital, mais je n'ai pas le temps. Je veux voir comment ces deux éléments, ces deux dispositifs de pouvoir agissent dans la crise de la dette. Donc, la crise causée par l'endettement des entreprises privées, des banques et des États exaspère à la fois l'assujettissement social et l'asservissement machinique, poussant au bout aussi bien la logique de l'individu que celle de l'individuel. Dans la crise, la population doit flotter comme le cours de la bourse. Elle doit osciller ou être modulée suivant les variations du spread. Le spread, c'est les différences. En Italie, c'est un mot qui est très répandu, très connu, parce que tout le monde suit tous les jours les oscillations du spread, tandis qu'en France, ces mots pratiquement n'existent pas. Donc, d'une part, nous sommes fabriqués comme des sujets assignés à notre nature d'individu, responsables et coupables du creusement de la dette. Hein. Nous devons intérioriser cette responsabilité et cette culpabilité et en assumer les conséquences en expiant nos fautes, hein, dues à la dette, et donc en payant le remboursement des créditeurs. Mais d'autre part, nous sommes institués en tant qu'individuels, un élément, pièce, rouage de la machine dette. Les individuels doivent se limiter à répondre aux signaux émis par les oscillations de la bourse, en s'adaptant en temps réel aux variations du nouvel environnement de l'austérité de la récession. Ces deux dispositifs marchent ensemble. Et la production de l'homme endetté, c'est cette chose-là. Et ils fonctionnent avec deux sémiotiques différentes. Voilà, mais ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Ça, c'est très important parce que la production de l'assujettissement se fait avec des sémiotiques signifiantes, hein, et l'asservissement, il se fait avec des sémiotiques asignifiantes. Ça, c'est un truc très important dont je n'ai pas le temps de parler. Mais, parce que le fonctionnement des machines, hein, les moteurs des machines, en réalité, ce n'est pas l'énergie, ce sont les sémiotiques, hein, surtout des machines informatiques, hein, ce sont des signes, hein, ce sont des signes asignifiants. Donc les deux dispositifs, l'assujettissement fonctionne avec sémiotiques signifiantes et l'asservissement avec des sémiotiques asignifiantes. Les sémiotiques de la représentation nous construisent une mémoire, une conscience, une parole capable de promettre. Hein, c'est ce qu'on retrouve chez Nietzsche, hein, de tenir la promesse de rembourser une dette jamais contractée. Par contre, les signes insignifiants de la bourse et du spread, ou des oscillations de la bourse, agissent sur l'homme economicus, donc sur l'individuel, précisément comme le voulait Foucault, en sollicitant sa caractéristique fondamentale, la responsabilité. La capacité de répondre. Et donc voilà. Donc des choses, je termine. Voilà, c'est terminé. Donc, il me paraît important de souligner donc cette histoire de la monnaie, parce que la dette c'est de la monnaie. Et l'autre chose, c'est les techniques de production de l'homme endetté. Et donc, c'est une rupture radicale par rapport aux sociétés archaïques et aux sociétés où la dette, dans la fonction de la dette précapitaliste. Hein. Et c'est ça qu'on ne trouve pas chez Graeber, c'est cette rupture et cette capacité
qui a le capital de reconfigurer complètement aussi bien la monnaie que la production de la subjectivité. Voilà, je pense que pour l'instant, ça va.